ministre ce matin ait présenté le programme de stabilité et ce sera au sujet de ma commission cet après-midi, à la fois avec l'audition de Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, et suivi de Thomas Cazenave, qui est le ministre des Finances publiques. Alors sur le PESTA, bon, il va être annoncé ce matin, mais enfin en gros on en connaît les principaux traits. Ça sera aussi d'ailleurs le cas de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes 2023. Excusez-moi ce long titre, mais avant ça s'appelait loi de règlement, enfin c'est la même chose. Dans les deux cas, moi j'hésite entre insincérité ou incompétence. Alors vous me direz, il y a peut-être les deux. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on peut parler d'un échec politique absolument grave pour le gouvernement par rapport aux objectifs qu'il s'est donné. Si on compare les chiffres du programme de stabilité, tout comme les chiffres de la loi relative aux résultats de gestion, par rapport à ceux de fin 2023, que ce soit la loi de programmation des finances publiques ou ce soit la loi des finances, on s'aperçoit qu'en quelques mois, les chiffres n'ont plus aucun rapport quasiment avec ce qui était annoncé. Si je prends la loi de programmation des finances publiques qui a été adoptée par 49.3, je le rappelle, le 18 décembre 2023, à l'époque, le gouvernement nous disait c'est absolument nécessaire qu'elle soit votée pour rassurer Bruxelles, sinon les versements de l'Union européenne n'allaient pas être effectués, ce qui était absolument faux. Et nous, ce que nous disions, mais pas que nous d'ailleurs, à peu près toutes les oppositions, disaient qu'il était hors de question de voter pour ce texte parce que les chiffres annoncés en termes de croissance, de déficit, n'auraient aucun rapport par rapport à la réalité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme de stabilité nous donne raison, puisqu'il annonce un déficit pour l'an prochain de 5,1% au lieu des 4,4% qui étaient ceux de la loi de programmation des finances publiques, de 4,1 au lieu de 3,7 en 2025. Tout ça pour atteindre 2,9% au lieu de 2,7% en 2027. Alors si on rajoute ça par rapport aux chiffres qui ont déjà incité le gouvernement à corriger sa copie, c'est-à-dire à la fois la croissance pour 2024, dont je rappelle que le gouvernement avait établi sa loi de finances sur 1,4% et qu'au final, il propose 1%, j'y reviendrai après, que ce soit également le déficit pour 2023, donc qui va être au cœur de la loi relative aux résultats de la gestion 2023, qui était donc de 5,5 au lieu des 4,9 annoncés. Tout ça, à la fin de l'année dernière, personne ne peut imaginer que le gouvernement ne connaissait pas ces chiffres. Et pour une bonne raison, c'est qu'en plus, ils avaient été très largement commentés. Cet après-midi, on va voir Pierre Moscovici. Il ne m'appartient pas de donner la primeur de son rapport. Je peux vous dire que le rapport du Haut Conseil n'est pas bon pour le gouvernement. C'est la seule chose que je m'autoriserai à dire. Mais en octobre dernier, le rapport du Haut Conseil des finances publiques pour le budget de loi de finances, déjà, trouvait que le gouvernement était un peu ambitieux au niveau de la croissance. Bon, ils ont toujours des termes assez diplomatiques, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il s'avère que le gouvernement a eu tout faux, ou en tout cas a fait en sorte de cacher ce qui arrivait, et le bilan est mauvais. Alors, il est mauvais déjà d'un point de vue de leur propre bilan. Nous ne pensons pas que la question des déficits financiers est cruciale au point de diminuer les dépenses publiques à coût de milliards, au point de ne pas investir, etc. etc. On l'a toujours dit. Et le gouvernement, lui, c'est son objectif. Lui, il s'est donné ça comme objectif principal. Et je viens de vous montrer avec ces chiffres qu'il est loin du compte. Et en plus, non seulement il est loin du compte, mais personne ne croit qu'il va, à partir de 5,5% de déficit annoncé pour 2024, parvenir en dessous de 3% en 2027. Tous les analystes savent qu'en 2 ans, on ne pourra pas baisser les déficits à ce point, même si ils font ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire des ponctions sur les dépenses publiques de manière historique, même s'ils attaquent la protection sociale. Le contexte politique, la situation politique, la situation économique aussi, qui veut que quand on baisse des dépenses publiques, je vous le rappelle, eh bien, on augmente l'effet récessif d'une situation économique mauvaise, montre que ça n'a jamais été fait et que ça sera intenable. Donc il n'y aura pas, ce qui est annoncé sur la table, on ne descendra pas en dessous des 3% de déficit. Bon, le deuxième constat, c'est que malgré tout, ils continuent quand même d'utiliser les mêmes recettes qui nous ont mis dans cette impasse, c'est-à-dire le fait de baisser les dépenses publiques. Donc ils ont annoncé, vous le savez, 10 milliards d'euros en moins début 2024, que les ministères actuellement recherchent désespérément et de manière très compliquée à traduire dans leur budget. Pour l'instant,
la semaine dernière, il y avait que 3 ministères qui avaient rendu leur copie sur ces 10 milliards. Donc c'est les 10 milliards qui anticipaient le moindre croissance pour 2024. Ils ont annoncé 20 milliards pour 2025 et ils réannoncent 10 milliards pour cette année, qui serait à hauteur à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire moitié due sur les budgets de l'État, un quart sur les budgets des collectivités qui ont déjà dit lors d'une réunion du Conseil des finances publiques locales qu'il ne fallait pas compter sur elles pour sous-traiter l'austérité de l'État, et un quart sur la rente. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, puisque jusqu'à maintenant, ils ont souvent annoncé des choses sans jamais les réaliser. Je parle de la rente capitaliste. Donc, première chose, c'est une politique qui montre, en réalité, à mon avis, aujourd'hui, l'échec patent, pas seulement en France d'ailleurs, de la politique de l'offre et de la compétitivité, qui vise à 2 choses. On baisse les dépenses publiques, on baisse la protection sociale, et puis par contre, on avantage sans arrêt les revenus du capital en espérant qu'elles arrivent, j'allais dire, dans le pays, dans notre pays, pour favoriser les retombées économiques. Bon, c'est l'effet du ruissellement. Ça n'a aucune trace, il n'y a aucune trace de ce ruissellement. Par contre, il y a une trace très évidente, et ça me permettra de commencer la transition avec Mathias Tavel, c'est que la croissance va mal, les travailleurs pauvres dans ce pays augmentent comme jamais ils n'ont augmenté, le taux de pauvreté aujourd'hui explose, il est à 14,5%. On a des besoins en matière d'éducation, d'hôpital auxquels on n'est pas capable de répondre. On n'est pas non plus capable de mettre les dizaines de milliards nécessaires pour la transition écologique qui sont largement documentés par à peu près tous les économistes. C'est aussi un des grands absents des budgets à venir. Par contre, il y a une chose qui se porte bien, c'est le CAC 40. Et moi, je pense qu'il faut que le CAC 40 coûte beaucoup trop cher à notre économie. Il a été alimenté à la fois par les cadeaux fiscaux, il a été alimenté par les aides aux entreprises, que ce soit sous forme d'exonération ou d'aide publique sans condition. Et on constate que cet argent qui lui a été mis à disposition a surtout été traduit en dividendes, c'est-à-dire par principe la part du bénéfice qui ne sert que l'intérêt particulier, notamment l'accumulation de très très grandes richesses. Donc on peut admettre une chose, c'est que toute cette politique qui est aujourd'hui en échec, cette politique qui a consisté à mal baisser l'impôt, c'est-à-dire à faire des cadeaux fiscaux aux 1% les plus riches, mais surtout aux quelques dizaines de personnes qui sont ultra riches dans ce pays, notamment par rapport à leurs revenus du capital, est en échec. Je rappelle un seul chiffre, c'est que les 75 personnes les plus riches de notre pays, aujourd'hui, payent en gros un taux d'imposition mêlée imposition personnelle, patrimoine et puis imposition professionnelle de 26% quand vous avez par exemple les 0,1% les plus riches qui payent eux 48% d'impôts, et ça c'est une perte sèche de 18 milliards pour l'État de différentiel. C'est juste un exemple pour dire à quel point ces cadeaux fiscaux non seulement sont injustes, non seulement produisent des inégalités insupportables, mais en plus de ça coûte très très cher à l'État, et donc on en parlera peut-être dans les questions. Mais ce que nous proposons, c'est d'orienter complètement cette politique à partir d'un partage des richesses, augmentation des salaires, une fiscalité où le capital et le travail seraient de la même manière imposés, et aussi une politique de la relance de la demande par les avec ce qu'il faudrait comme embauche de fonctionnaires, comme augmentation des salaires et comme investissement de l'État.